Nous nous souvenons tous des tubes. Careless Whisper, Faith, Freedom. 90. Mais derrière la voix planante et l'allure rebelle de George Michael se cachait un homme qui se brisait en silence. Son ascension, de cœur d'idole de Wham à star solo mondial, masquait une vie façonnée par le deuil, la honte et les secrets. Au plus fort de la crise du sida, il fut contraint de cacher la vérité sur sa sexualité. Lorsqu'il tomba enfin amoureux, la tragédie frappa quelques mois plus tard. Puis vinrent les arrestations, les humiliations publiques, la dégradation de sa santé et ses gestes de bonté discrets que personne ne connut avant sa mort. Alors, que s'est-il réellement passé pour l'homme qui a tout donné à la scène, mais qui se sentait le plus perdu loin d'elle? Les réponses sont plus déchirantes et plus humaines que la plupart ne l'ont jamais imaginé. Devenir George Michael. George Michael est né Georgios Kyriakos Panayiotou en 1963 à East Finchley, au nord de Londres. Son père, Kyriakos Jack Panayiotou, était un immigré chypriote grec arrivé en Angleterre dans les années 1950 et qui ouvrit par la suite un restaurant. Sa mère, Leslie Ann Gold Harrison, était une danseuse anglaise qui avait renoncé à ses ambitions pour élever la famille. George était le benjamin de 3 enfants et grandit dans un foyer marqué par 2 identités culturelles très différentes. Les valeurs grecques traditionnelles de son père et l'arrière-plan britannique plus libéral de sa mère. La famille déménagea à Kingsbury, dans l'arrondissement de Brent, alors que George était encore enfant. Il fréquenta la Rowe Green Junior School, puis le Kingsbury High School. Son enfance fut modeste, sans être marquée par la pauvreté, et son père mettait fortement l'accent sur la discipline, la réussite et la fierté, souvent au détriment du lien émotionnel. George décrira plus tard son père comme distant et autoritaire. Bien qu'il le respectât, il peinait à se sentir réellement accepté. À l'inverse, il était exceptionnellement proche de sa mère, qu'il considérait comme son ancre émotionnelle et la seule personne de la famille à vraiment le comprendre. L'intérêt de George pour la musique devint manifeste après un traumatisme crânien vers l'âge de 8 ans, qu'il disait avoir déclenché une relation intense, presque obsessionnelle, au son et au rythme. Il affirma plus tard que cet accident l'avait changé, et, avec le recul, qu'il avait contribué à son intensité créative. Il commença à imiter des stars de la pop, à expérimenter des mélodies et à s'enfermer des heures dans sa chambre pour écouter des disques. Lorsque la famille déménagea de nouveau, cette fois à Radlett, une banlieue du Hertfordshire, le changement fut décisif. George se retrouvait dans un milieu plus aisé, fréquentant la Bushey Mead School, et se sentait encore davantage comme un outsider en raison de ses origines ethniques et de son milieu modeste. C'est là qu'il rencontra Andrew Ridgeley, un élève sûr de lui et sociable qui devint rapidement son meilleur ami et son partenaire musical. Ridgeley encouragea George à embrasser la scène et lui fit découvrir des influences glam rock, ska et punk. Tous deux commencèrent à animer des soirées scolaires comme DJ et à se produire au sein d'un groupe éphémère appelé The Executive. Mais leur véritable percée eut lieu lorsqu'ils formèrent Wham en 1981. Dès le départ, Wham fut un produit calculé, conçu pour projeter énergie, sexualité et rébellion sous une forme acceptable pour les adolescents comme pour les médias conservateurs. George le savait. Il admettra plus tard avoir façonné son apparence. Jeans serrés, barbe de quelques jours, cheveux blonds peroxydés. Pour plaire aux filles, même s'il savait déjà être attiré par les hommes. Sa maison de disques, CBS, voyait aussi de l'or commercial dans cette contradiction. Une pop star capable de vendre le romantisme à de jeunes femmes tout en dissimulant sa sexualité. Leur premier album, Fantastic, produisit des succès comme Wham Rap, Young Guns et Club Tropicana. Leur second album, Make It Big, les propulsa au rang de superstars mondiales.
Des titres comme Wake Me Up Before You Go Go, Freedom et Everything She Wants dominèrent les classements à travers le monde. Mais ce fut Careless Whisper, publié sous le nom de George, alors qu'il était encore membre de Wham, qui marqua un tournant. La chanson atteignit la première place dans 25 pays et révéla une profondeur émotionnelle qui le distinguait des autres groupes de pop sucré. Lorsque Wham se produisit en Chine en 1985, devenant le premier groupe pop occidental à le faire, George préparait déjà sa carrière solo. Le concert d'adieu à Wembley en 1986, intitulé The Final, rassembla plus de 70 000 fans et symbolisa la fin de l'ère Wham, faite d'exubérance et d'innocence hyper stylisée. Le passage au statut de star solo fut rapide et délibéré. Faith, son premier album solo, se vendit à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde, décrocha 4 numéros 1 aux États-Unis, un Grammy de l'album de l'année, ainsi que de multiples MTV Awards et Brit Awards. Des titres comme Father Figure, One More Try et le controversé I Want Your Sex montrèrent l'étendue de George, non seulement vocale, mais aussi thématique. Il ne se cachait plus derrière un groupe ni une image adolescente. Du moins, pas entièrement. Effondrement privé. Malgré la domination commerciale de George Michael à la fin des années 1980, sa vie privée était en plein chaos. Le conflit entre son image publique et sa réalité personnelle n'était pas simplement inconfortable. Il était émotionnellement corrosif. Tout au long de l'apogée de sa célébrité, il vivait encore dans le placard, un choix qu'il ne faisait pas par honte personnelle, mais par nécessité stratégique et par souci pour sa mère, Leslie, dont la santé se dégradait au début des années 1990. Le climat social de l'époque accentuait encore la pression. Au plus fort de l'épidémie de sida, le discours public autour de l'homosexualité était souvent empreint de peur, de stigmatisation et d'hostilité ouverte. Les stars de la pop étaient censées incarner un désir hétérosexuel sans ambiguïté. Toute déviation par rapport à ce modèle risquait l'isolement professionnel et la destruction personnelle. Pour George, être publiquement dévoilé dans un tel contexte aurait signifié aliéner une grande partie du public qui avait alimenté son succès initial, en particulier les adolescentes et les marchés radiophoniques conservateurs américains. La tension émotionnelle de George s'intensifia après sa rencontre avec le styliste brésilien Anselmo Felipa en 1991. Les deux hommes développèrent une relation amoureuse profonde, mais 6 mois plus tard, Felipa fut diagnostiqué séropositif. George décrira plus tard cette période comme un état de peur paralysante, à la fois pour la vie de son partenaire et pour la sienne. Il se confia à très peu de personnes et n'était pas encore publiquement hot, ce qui rendait le deuil particulièrement difficile et solitaire. Felipa mourut en 1993 d'une hémorragie cérébrale liée au sida. George ne put pas faire son deuil publiquement et n'assista pas aux funérailles, par crainte d'attirer l'attention médiatique sur leur relation. Cette perte eut un impact psychologique profond. George admit plus tard être tombé dans une dépression sévère après la mort de Felipa, aggravée peu après par le décès de sa mère, emporté par le cancer en 1997. Ce double traumatisme ébranla son sens même de l'existence. Il confiera par la suite que, pendant plusieurs années, il ne voyait plus l'intérêt de faire de la musique, de partir en tournée, ni même de s'engager avec le monde extérieur. Durant cette période, il écrivit la ballade poignante « Jesus to a Child » en hommage à Felipa et produisit « Older », un album profondément marqué par le deuil, le retrait et la perte de l'intimité. Les critiques saluèrent sa profondeur émotionnelle, mais son ton tranchait radicalement avec la confiance pop qui avait défini ses débuts. À la fin des années 1990, la relation de George Michael avec la célébrité s'était encore détériorée.
Sa réticence à jouer le jeu promotionnel de l'industrie après Faith créa des tensions avec sa maison de disques, Sony Music. En 1992, il poursuivit Sony en justice pour être libéré de son contrat, accusant le label de servitude professionnelle et affirmant qu'il cherchait davantage à exploiter son image qu'à soutenir son évolution artistique. Bien que le procès ait attiré l'attention sur le traitement inéquitable des artistes, George perdit l'affaire en 1994 et fut contraint d'honorer son contrat. Le conflit consomma des années de sa carrière et le laissa publiquement combattu et intérieurement épuisé. En avril 1998, la vie privée de George Michael devint un spectacle mondial après son arrestation dans des toilettes publiques du parc Will Rogers Memorial à Beverly Hills pour acte indécent. L'arrestation résultait d'une opération de police menée par un agent en civil, Marcelo Rodriguez. L'affaire fit la une des médias internationaux en quelques heures. Les tabloïds la sensationnalisèrent, la traitant à la fois comme un scandale et une plaisanterie. George fut moqué, humilié et contraint de révéler son orientation sexuelle. Cette tempête médiatique redéfinit durablement son image aux yeux du public. Au lieu de nier ou de s'excuser, George répondit avec le single Outside, une satire mordante et disco de l'incident et de l'hypocrisie sociale entourant la sexualité. Le clip montrait des hommes en uniforme de police s'embrassant dans des décors de boîte de nuit. Un renversement assumé de la honte projetée sur lui. Si de nombreux membres de la communauté LGBTQ+, saluèrent son audace, certains critiques y virent une légèreté déplacée. Mais pour George, le message était clair. Je n'ai pas honte, et je ne serai pas puni pour ce que je suis. Les dégâts, cependant, furent bien réels et durables. L'incident durcit les attitudes du public, en particulier aux États-Unis, où les diffusions radio diminuèrent et où les grands réseaux prirent leur distance. Le soutien de l'industrie s'éroda. George devint de plus en plus réticent à accorder des interviews ou à publier de nouveaux projets. Dans l'intimité, il s'enfonça davantage dans l'isolement et ses problèmes chroniques d'anxiété et de dépression furent exacerbés par le ridicule public. Il admettra plus tard que l'arrestation et la perte de contrôle sur son propre récit marqua un tournant décisif dans sa santé mentale. Ce qui suivit ne fut pas une disparition totale, mais une érosion progressive. Bien qu'il continuât à sortir de la musique et à faire des apparitions, le George Michael de la fin des années 1990 et du début des années 2000 n'était plus l'artiste qui remplissait les stades à l'époque de Faith. Il était plus introspectif, plus amer et plus franc sur ses addictions, ses traumatismes et le prix à payer pour une vie définie par la performance et la dissimulation. Au début des années 2000, l'image publique de George Michael commença à se fissurer de manière irréversible. S'il continuait à publier de la musique et à partir occasionnellement en tournée, sa vie privée était de plus en plus marquée par la dépendance aux substances, les problèmes judiciaires et des crises de santé récurrentes. Michael reconnut ouvertement consommer du cannabis quotidiennement, parfois de manière excessive. Lors d'entretiens, il présentait cette habitude comme un mécanisme d'adaptation face à l'anxiété, à l'insomnie et à une dépression de longue date, mais la fréquence et les circonstances de ces incidents liés à la drogue suggéraient une perte de contrôle bien plus profonde. De son propre aveu, il y eut des périodes où il était rarement sobre sur de longues durées. Ce schéma devint visible à travers des rencontres répétées avec les forces de l'ordre. En 2006, il fut retrouvé en état d'incapacité dans son véhicule au centre de Londres et plaida coupable de conduite sous l'emprise de stupéfiants. D'autres incidents suivirent, dont un accident très médiatisé en 2010, lorsqu'il projeta sa voiture contre la vitrine d'un magasin dans le nord de Londres. Le tribunal le condamna à une peine de prison, marquant la première fois que son comportement autodestructeur aboutissait à une incarcération. S'il minimisa ensuite publiquement l'expérience, ses proches remarquèrent un retrait accru et une instabilité émotionnelle plus marquée. L'arrestation ne servit pas tant de dissuasion que de confirmation que sa santé et son jugement se dégradaient simultanément.
Physiquement, les conséquences s'accumulaient. En 2011, alors qu'il était en tournée avec son projet orchestral Symphonica, Michael fut hospitalisé à Vienne pour une pneumonie sévère. La maladie s'aggrava rapidement, nécessitant des soins intensifs, une trachéotomie et un coma artificiel. Les médecins déclarèrent par la suite que son état mettait sa vie en danger et que sa survie n'était pas assurée. Bien qu'il se soit finalement rétabli suffisamment pour reprendre des performances limitées, sa voix, son endurance et sa santé globale furent durablement affectées. Il admit plus tard que cette maladie l'avait forcé à affronter sa mortalité d'une manière inédite, sans pour autant modifier fondamentalement sa dépendance aux substances. Dans l'intimité, la santé mentale de Michael restait fragile. Ses amis décrivaient de longues périodes d'isolement, des rythmes de sommeil erratiques et un détachement émotionnel. Il devint de plus en plus réticent à apparaître en public, annula des engagements sans explication et se retira des contacts réguliers avec de nombreux collègues. Malgré des déclarations ponctuelles de sobriété ou de consommation réduite, son entourage continuait d'exprimer ses inquiétudes quant à l'épuisement de son corps sous la pression combinée du stress chronique, de l'addiction et de traumatismes émotionnels non traités. Son ancien partenaire, Kenny Goss, reconnut plus tard que la peur de la mort de Michael était devenue une présence constante dans leur vie, bien avant qu'elle ne survienne réellement. Parallèlement à ce déclin, se déroulait un schéma moins connu mais constant de générosité financière. Durant les mêmes années où Michael était arrêté, hospitalisé ou ridiculisé par les tabloïds, il transférait discrètement d'importantes sommes d'argent à des individus et à des organisations sans publicité ni reconnaissance. Des associations soutenant les patients atteints du VIH-Sida, les enfants en situation de crise et la recherche médicale confirmèrent plus tard que Michael avait été un donateur majeur pendant des années, insistant souvent pour que son identité reste secrète. Il apporta également une aide financière directe à des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, finançant des traitements médicaux, des procédures de fertilité ou le remboursement de dettes personnelles, après avoir découvert leur situation lors de rencontres fortuites ou à travers des émissions de télévision. Cette dualité, effondrement public et compassion privée, n'était pas accidentelle. Ceux qui le connaissaient bien estimaient que ces dons étaient liés à la culpabilité, au deuil et à un profond sentiment de responsabilité envers ceux qui souffraient dans l'ombre, tout comme il pensait avoir souffert lui-même. À la moitié des années 2010, toutefois, le coût physique de ce conflit intérieur était indéniable. Des experts médicaux confirmèrent plus tard que Michael souffrait de cardiomyopathie dilatée, une affection dans laquelle le cœur s'affaiblit et se dilate, ainsi que d'une stéatose hépatique. Ces pathologies sont souvent associées au stress prolongé, à la consommation de substances et à une inflammation systémique. Si rien de tout cela n'était connu publiquement à l'époque, les symptômes, fatigue, fluctuation de poids, retrait social et mobilité déclinante, étaient de plus en plus visibles pour son entourage. Dans les dernières années de sa vie, George Michael ne vivait plus dans des crises ponctuelles, mais dans un état prolongé d'épuisement physique et émotionnel. Le sentiment que sa santé était fragile et que le temps lui était compté était partagé en silence par ses amis et anciens partenaires. Lorsque l'un d'eux déclara plus tard « Nous nous attendions tous à ce qu'il meure », ce n'était pas une expression de choc, mais la résignation face à un déclin qui se déroulait lentement, visiblement depuis plus de 10 ans. Le jour de Noël et le règlement de compte après la mort. George Michael a été retrouvé mort dans son lit au matin du 25 décembre 2016, dans sa maison de Goring-on-Thames, dans l'Oxfordshire. Il avait 53 ans. Le choc initial de sa disparition, survenu le jour de Noël, fut amplifié par l'absence de réponse immédiate. Les premières spéculations évoquaient une overdose ou un suicide, compte tenu de son histoire bien documentée de consommation de substances et de dépression. Cependant, après plusieurs semaines d'analyse toxicologique et l'examen du coroner,
la cause officielle de son décès fut établie en mars 2017. Une cardiomyopathie dilatée associée à une myocardite et à une stéatose hépatique. La cardiomyopathie dilatée est une affection cardiaque grave dans laquelle la capacité du cœur à pomper le sang est réduite en raison d'un ventricule gauche affaibli et dilaté. Dans le cas de George Michael, cette pathologie était compliquée par une myocardite, une inflammation du muscle cardiaque, souvent liée à des infections virales ou à un stress chronique. De plus, son foie présentait des signes de stéatose, c'est-à-dire une accumulation de graisse généralement associée à l'alcool ou à des dysfonctionnements métaboliques. Le coroner conclut que la mort était de cause naturelle et qu'aucune drogue ni aucun alcool n'était présent à des niveaux toxiques dans son organisme. Dans l'intimité, plusieurs amis et anciens partenaires révélèrent par la suite que Michael luttait depuis des années contre des problèmes de santé récurrents, notamment des infections respiratoires, des troubles de la mobilité et une fatigue extrême. Un déclin physique était visible durant la dernière année de sa vie, avec d'importantes fluctuations de poids et des témoignages faisant état d'un manque d'énergie croissant. Il préparait un retour professionnel, incluant un projet de documentaire intitulé Freedom Uncut, et aurait commencé à travailler sur de nouvelles chansons. Mais ces projets furent entravés par ses problèmes de santé persistants et son retrait personnel. L'annonce de sa mort déclencha une vague internationale de couverture médiatique et d'hommages publics, mais le ton avait nettement changé par rapport aux années précédentes. Là où les titres s'étaient autrefois concentrés sur les scandales et les arrestations, l'attention posthume réévalua son héritage avec davantage de nuances. Les projecteurs se tournèrent vers ses accomplissements musicaux, plus de 122 millions de disques vendus dans le monde, de multiples Grammy Awards, Brit Awards et MTV Awards, ainsi que vers l'ampleur de son évolution artistique, de Wham à Faith, jusqu'aux œuvres introspectives comme Older et Patience. Tout aussi marquante fut la révélation publique de sa générosité privée. Des associations telles que Macmillan Cancer Support, Childline et le Terence Higgins Trust confirmèrent avoir reçu pendant des années des dons anonymes de Michael, certains remontant à plusieurs décennies. D'anciens collègues et bénéficiaires racontèrent son habitude de financer discrètement des traitements médicaux, de soutenir des lignes d'assistance de crise et de laisser des pourboires de plusieurs milliers pour des personnes rencontrées au hasard. Dans un cas précis, il fut révélé qu'il avait financé un traitement de fertilité pour une femme après l'avoir vu participer à un jeu télévisé. Ces révélations redéfinirent George Michael non pas simplement comme une célébrité tourmentée, mais comme quelqu'un dont la compassion et le soutien financier avaient eu un impact concret, souvent sans aucune attente de reconnaissance. Dans les mois qui suivirent sa mort, sa musique connut un regain spectaculaire en streaming et en vente physique. Last Christmas réintégra les classements à travers l'Europe. Une réédition de Listen Without Prejudice Vol. 1 fut un succès commercial. Et en juin 2022, Freedom Uncut, le documentaire sur lequel il travaillait avant sa mort, sortit enfin, offrant des réflexions directes sur sa carrière, son deuil, sa sexualité et sa valeur personnelle. Pour de nombreux fans et critiques, cette période marqua une prise de conscience tardive. George Michael avait longtemps été considéré comme une icône de la pop, mais rarement traité avec le sérieux accordé à des artistes d'un succès équivalent. Dans la mort, il fut enfin réévalué non seulement pour son talent vocal ou sa domination des classements, mais pour la profondeur de ses luttes intérieures, le caractère pionnier de son ouverture sur la sexualité et le deuil, et l'ampleur silencieuse mais profonde de sa philanthropie. La tragédie, en définitive, ne résidait pas uniquement dans le fait qu'il soit mort à 53 ans. Elle se trouvait surtout dans la durée pendant laquelle il avait vécu sous le regard scrutateur d'une industrie et d'une machine médiatique exigeant la performance plutôt que la vérité. Son corps avait résisté à des décennies de pression, d'addiction et de contradiction. Mais à la fin, il avait atteint ses limites. La mort de George Michael
a refermé un chapitre de l'histoire de la pop, mais elle a aussi ouvert un espace pour une reconnaissance tardive, une réflexion sincère et une compréhension plus honnête de l'homme derrière la musique. La vie de George Michael était faite de beauté, de génie et de contradictions insupportables. Il a offert au monde une musique intemporelle et des moments de joie, tout en portant, dans l'ombre, le poids du secret, du deuil et d'une pression incessante. Au final, ce ne sont ni le scandale ni la célébrité qui l'ont défini, mais son humanité. Pensez-vous que le monde a été juste envers George Michael de son vivant? Et laquelle de ses chansons vous touche encore aujourd'hui? Si son histoire vous a ému, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. D'autres histoires méconnues arrivent bientôt.